Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau numéro du Petit Plateau, un petit plateau qui va ici consacrer ce numéro, vous vous en doutez, à Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Et pour en parler, j'accueille mes compères habituels, Romain et Alexis. Salut les gars. Salut. Salut, salut. Liège-Bastogne-Liège, donc je le disais, c'est la doyenne des classiques. C'est aussi la dernière grande classique du printemps, hein, cette partie de saison qu'on aime tant. Et par conséquent, c'est a fortiori la dernière ardennaise du printemps. On vient de vivre trois courses assez intéressantes là en quelques jours, donc la Flèche Brabançonne, l'Amstel et la Flèche Wallonne, qui nous ont réservé finalement des scénarios très différents l'un de l'autre. Petite question avant qu'on parle de Liège, laquelle de ces trois courses avez-vous préférée? Écoute, moi, si je devais pardon, faire un ratio attente et plaisir ressenti, la flèche d'assez loin, parce que Laquelle? vraiment, pardon, et la flèche wallonne, euh, parce que voilà, vraiment assez impressionnant, peut-être la flèche la plus spectaculaire de ces 20-30 dernières années. Principalement dû à la météo, mais donc forcément dû aux coureurs aussi, qui ont dû rouler malgré cette météo, au détriment pour certains de leur santé, hein. Ça ne m'étonnerait pas que certains doivent déclarer forfait pour dimanche. Donc vraiment, enfin, vraiment impressionnant de leur part. C'est vraiment des guerriers et des guerrières aussi, parce que les dames, ça s'est éclairci par la suite, mais elles ont aussi roulé sous la pluie. Donc impressionnant. Ensuite, juste en deux mots, l'Amstel, j'ai aussi beaucoup aimé aussi, même si on peut regretter un certain attentisme, un certain pari qui s'est avéré perdant des favoris. Voilà, on a vu sur les Flandriennes souvent que les outsiders essayaient d'anticiper l'attaque des Fantastiques. Ici, on a eu tout l'inverse. Ils ont attendu l'attaque du Fantastique qui n'est jamais arrivée. Et la Flèche Brabançonne, mais j'ai pas, ça reste ma course de cœur, mais j'ai pas trop pu la regarder à cause du boulot, mais qui c'est une course qui est à chaque fois intéressante. Donc voilà, j'ai juste envie de dire quelque chose que je n'aurais jamais cru dire début d'année. Pour l'instant, les Ardennaises sont beaucoup plus sympathiques à regarder que les Flandriennes. Je l'attendais cette conclusion. Ouais, en Romain. plus, je suis assez d'accord avec la conclusion, effectivement, d'Alexis. Pour revenir sur les courses, moi, je dirais l'Amstel, comme ça, voilà, c'est déjà dit. Mais c'est vrai, on a eu une Amstel Gold Race, je trouve très intéressante. On a une Flèche Wallonne qui est devenue, entre guillemets, mythique, finalement, à cause de la météo, parce qu'au final, ça reste une course de côte. Mais j'avoue que du coup, la Flèche Brabançonne, j'ai déjà oublié ce qui s'y est passé. C'était une très belle entrée en matière pour les Ardennaises, parce que la course était belle. Quand je dis que j'ai oublié ce qui s'y est passé, c'est évidemment un peu caricatural. C'était déjà une belle course et c'est vrai que du coup, voilà, on vient de vivre, je trouve, 3 belles courses, 3 courses différentes. Et alors pourquoi je pointe, l'Amstel plutôt que les autres? Parce que, l'Amstel Gold Race, je vais vous avouer, j'ai pas regardé non plus l'entièreté de la course, que du contraire. Par contre, dans les 35-40 dernières bornes, là où tout se joue. Là, on a eu vraiment quelque chose à se mettre sous la dent et c'est vrai, je vais peut-être déjà anticiper sur ce que Damien va dire, par après, mais on peut regretter bien évidemment qu'il y ait une forme de neutralisation au sein des principaux favoris. Certains, ont quand même eu le panache d'essayer quelque chose et ça a fonctionné avec Pidcock évidemment. Mais sinon, indépendamment de Pidcock et donc des super favoris, on a une course hyper ouverte avec un gars qui s'est, c'est quelqu'un dont on avait beaucoup parlé il y a 2 ans. L'année passée, on n'a pas trop vu, un peu à la Benilly. Il a une trajectoire, je trouve, un peu à la Benilly. C'est Paul Lapeyra, qui était bluffant sur cet Amstel, qui est dans l'échappée matinale, qui est encore celui qui, va peut-être revenir ce quatuor, à la fin, qui enfin voilà, il y en a eu vraiment pour, à tous les échelons de la course, parmi les 11 premiers. Et et c'était vraiment indécis, alors que finalement, effectivement, sur les Flandriennes, on a souvent eu des courses où, dans les 40 derniers kilomètres, tout était déjà fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi, l'Amstel, sur, les 3 premières courses, ardennaises qu'on vient de vivre ici. Alors, vous le savez, et ceux qui nous suivent sur Twitter le savent déjà, mais il y a beaucoup de monde qui nous suit sur YouTube, qui ne nous suit pas sur Twitter, donc je vais quand même rappeler mon avis. Moi, j'ai pas aimé l'Amstel, c'est un avis minoritaire quand je vois minoritaire, mais pas esselé. J'ai été Mais étonné partagé. d'ailleurs. Oui, oui, j'ai quand même été étonné par plusieurs personnes qui le partageaient. J'entends ce que tu dis, mais comme tu l'as dit, moi, le fait des super favoris, en fait, j'en parlais en off avec Alexis, je pense que je lui avais envoyé un message. C'est pas exactement ça, mais le scénario que j'ai eu après Stamstel, c'est je suis venu pour regarder une étape de grand tour où les favoris vont se faire la bagarre, hein, les favoris du classement général. Et au final, oui, ça a été une belle bagarre entre échappés. Mais je suis pas venu pour ça. C'était pas mal, ok, mais je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour une bagarre entre notamment Van Der Poel qu'on annonçait. Donc, est-ce qu'il est hyper favori ou pas face à Desquielmo, etc. Le seul qui a fait quelque chose, c'est Pidcock.
j'excuse totalement UAE parce que quand tu as Hirschi devant, bah, voilà, hein, Hirschi c'est quand même un fameux coureur. Mais je veux dire, le seul qui a essayé quelque chose, c'est Pidcock, et je suis très content qu'il gagne d'ailleurs pour ça. Et ça m'a frustré de fou que les autres ne bougent pas parce que bah, peur de Van Der Poel, tout le monde regarde Van Der Poel. Ah non, vraiment, j'ai pas aimé cette course et j'ai préféré, et je sais que ça aussi c'est hyper minoritaire, j'ai préféré un Tour des Flandres. Ok, c'est joué tôt, mais les mecs, ils ont donné leur vie, ils ont laissé leur vie pour les accessites. Le top 10, on en a déjà parlé, bon, je ne l'ai pas aimé parce qu'au final, les acteurs principaux de la course ne sont pas récompensés, mais il y a eu de la bagarre pour les accessites. Et voilà, j'ai préféré largement ça que l'Amstel. Pour Mhm. autant, je peux peut-être être d'accord avec la conclusion quand même sur les Ardennaises, parce que par contre, les deux autres, les deux flèches, waouh! Je trouve que la flèche Brabanson, vous en parlez pas tellement, moi je l'ai adoré cette course. C'était Mhm. sublime. Et voilà, en fait, sur l'Amstel, il y en a beaucoup qui parlent du suspense. Il y a eu du suspense aussi. Suspense fait pas tout. Il y a suspense et suspense. Sur la flèche, c'était suspense entre des favoris, entre des grands noms au départ de cette course, qui est moins prestigieuse, certes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une superbe course. Et alors, la Flèche Wallonne, pour moi, de très très loin au-dessus, parce que c'est mythique, quoi. Putain de guerrier, de fou. Enfin, et là aussi, on a eu du suspense. Et j'ai jamais vu une Flèche Wallonne où tu as un mec qui part à 60 km, où tu te dis dans ta tête, il peut Et là, peut-être le il peut faire le faire, ouais. sur une Flèche Wallonne, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, oui, pour Mais moi. Oui, vas-y, vas-y. justement, est-ce que, parce que nous, on s'est dit c'est derrière l'écran, est-ce que Craig Anderson va aller chercher cette victoire? Est-ce qu'il peut le faire? Ah, moi, Est-ce j'y que ai dans, cru, j'étais déjà dégoûté. mais est-ce que, ma Même si je question l'aime bien. suivante, est-ce que dans le peloton, les gens y ont cru? Parce que c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au final, et je te rejoins, hein, je trouve que à cause des conditions climatiques essentiellement, on a vécu une flèche wallonne historique, enfin dont on va se souvenir pendant longtemps. Euh, mais au final, c'est ce que je disais, de nouveau un peu en guise de boutade, mais ça s'est résumé à une course de côte et un sprint sur les 250 derniers mètres. Je, je dis en Oui, mais à boutade, hein, 20. ils étaient plus que 20, voilà. D'habitude, ils arrivent à Ouais. 80, ils étaient plus que 20. Mais enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que la météo a pris une telle place, je trouve, dans cette course, que finalement, ça me gênerait de la mettre comme étant celle qui m'a le plus fait kiffer, bêtement. Ouais, mais comme Oui, je disais, la météo, mais c'est les coureurs qui ont fait le spectacle Bien malgré la sûr, météo bien sûr. et dû à la météo. Et donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans. C'est l'essentiel du vélo de base, quoi. C'est les guerriers qui se battent contre leur machine et les conditions. Tout on à fait, n'hésite jamais à glorifier Paris-Roubaix quand il fait dégueulasse, tout à justement. fait, Donc, tout à fait. pourquoi ne pas le faire ici sur la Flèche Wallonne? Et puis, course de côte, oui. D'un côté, la course a éliminé pas mal de monde. Les mecs, quand tu dis est-ce qu'ils y ont cru, Krag Andersen, je sais pas, mais moi j'ai vu des grands noms rouler derrière Krag Andersen. Donc, à mon avis, et alors, pour vous dire, parce que Mhm. j'oubliais, pour vous dire à quel point j'ai aimé la Flèche Wallonne, j'ai d'abord regardé le Tour des Alpes en me disant, ouais, la Flèche Wallonne, tu regarderas la fin, de toute façon, il n'y a rien à voir avant. Et puis, j'ai commencé à voir des commentaires incroyables, des mecs lâchés, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais regarder le Tour des Alpes quand même jusqu'au bout. Et j'ai mis marche arrière sur la Flèche Wallonne en me disant, bah, je vais avancer quand ça va se calmer. Bah, j'ai tout regardé en décalé, j'ai pas su avancer, c'était pas possible, je n'osais pas Ouais. avancer, je me dis, je vais louper quelque chose. Donc, ouais, large au-dessus. Donc moi, je vous ai dit, j'ai pas aimé l'Amstel, mais on va quand même revenir à l'Amstel, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est la course de Van Der Poel. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la course de Van Der Poel sur l'Amstel. Est-ce que c'est un signe de faiblesse pour Liège? Est-ce que justement, il a roulé avec Liège en tête, soit économiser, bon ça, je ne sais pas vraiment si c'est utile, soit se décharger d'un peu de pression, s'enlever une pancarte, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette course. 3 mots, pas un monument. C'était pas un monument et je pense que, alors sans doute qu'il n'avait pas les meilleures jambes, mais du coup, il s'est dit est-ce que c'était en raison de ses jambes, en raison du déroulement de la course, de la stratégie d'équipe, de la possibilité peut-être aussi de faire le jeu d'un coéquipier qui le lui aurait rendu, sur Liège? J'en sais rien. Mais je trouve qu'au au final, la conclusion, en tout cas pour moi, observateur, neutre et bien évidemment pas introduit dans le peloton, c'est celle-ci, c'est de me dire: «C'était pas un monument» et donc à un moment donné, Mathieu van der Poel n'a pas fait l'effort qu'il aurait dû, ça c'est une autre question, mais qu'il aurait pu faire pour effectivement rejoindre le groupe des 11. Quand Pidcock part, on se dit quand même, c'est quand même étonnant qu'il n'y aille pas. Je suis convaincu que même s'il n'a pas les jambes, même si c'est le jeu enfin, on n'aurait pas fait le jeu d'un équipier sur un monument, mais même s'il n'a pas les jambes, si ça s'était passé sur Liège, Mathieu van der Poel aurait bondi. Donc je pense que le fait que ce ne soit pas un monument et donc pas un objectif majeur, ça ait joué, soit dans les jambes, soit dans la tête, soit dans les stratégies d'équipe, ça j'en sais rien, mais que ça a joué.
Ça a peut-être joué, mais moi j'ai quand même envie de rappeler quelque chose. L'Amstel, ça reste une des 10 courses d'un jour les plus prestigieuses de la saison. C'est la seule course pour le Tour aux Pays-Bas chez lui. Pour moi, si Mathieu Van Der Poel peut gagner l'Amstel, il le fait sans hésiter. Ça ne veut pas dire qu'il sera moins bon à Liège, hein. C'est un humain comme tout le monde, il peut avoir un jour moins bon. Mais moi, je pense qu'il avait des bien moins bonnes jambes qu'à Paris-Roubaix, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas gagner l'Amstel, mais je pense que Mathieu s'est dit, si je gagne cet Amstel, c'est sur un regroupement et en essayant de régler tout le monde au sprint. D'ailleurs, on n'était pas si loin que ça. On n'était pas loin d'un regroupement et d'un sprint massif. Alors, il avait peut-être pas envie de faire un raid de 30-40 km avant son grand objectif, mais ça l'a pas dérangé sur le 3, hein, honnêtement. Donc, pourquoi ça le dérangerait sur l'Amstel? Mais moi, je pense qu'il s'est dit que ça s'est passé à plusieurs reprises sur cet Amstel. Il s'est dit, bah, OK, les outsiders attaquent, j'attends que le reste du peloton me ramène. Parce qu'il n'avait peut-être pas les jambes, lui, de faire les efforts à chaque fois. Et ça a payé à plein de reprises. Et quand le bon coup est parti, il a pas su y aller, personne ne l'a ramené. Il s'est peut-être dit, j'attends que les favoris attaquent et je bondis. Mais honnêtement, Pidcock a attaqué. Et pour moi, s'il a les jambes et que Pidcock attaque, ben, c'est lui le favori numéro un derrière Van Der Poel. Donc, voilà, peut-être que je me trompe, hein. Même moi, je pense qu'en effet, comme tu dis, si Pidcock attaque, ben, et qu'il a les jambes, il doit y aller, je pense. Donc, pour moi, il y a un peu des deux. Je pense qu'il n'avait pas ses meilleures jambes, qu'il avait peut-être pas envie de se crever de trop, mais que s'il avait eu les jambes, je pense qu'il l'aurait fait. Je pense. Donc, c'est peut-être une combinaison de tout. Pas à son mieux, donc pas envie de forcer. Un monument, ça joue peut-être aussi. Mais je suis convaincu qu'il n'était pas, il était pas en mesure de faire un raid de 40 km. Sinon, je pense qu'il aurait suivi les attaques. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, mon premier sentiment, ça a été ça. Ça a été qu'il n'était pas capable, parce que, effectivement, il va pas faire un raid, mais il pouvait accompagner Pidcock. Ils sont dans un Oui. groupe, ils tournent. Ça va pas, c'est pas ça. Il va pas s'économiser. Enfin, s'éviter ça, je veux dire, parce que ce serait trop de fatigue. Ça, c'est pas possible. Euh, Après, je repense, je lis un peu certains commentaires. Un petit coucou à Anthony qui est fan de VDP et je lis un peu ses avis. Je suis pas en accord avec lui. Lui, il parle, et ça, j'aimerais quand même bien vous entendre là-dessus, parce qu'au final, on n'en a pas parlé. Il parle de s'enlever une étiquette, notamment sur Liège. Ça, je suis pas foncièrement d'accord avec lui. Par contre, quand il dit quand même, bah, VDP, je l'ai pas trouvé si en difficulté, on le voyait remonter facilement dans le groupe, redescendre, je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord. Euh, alors, je suis vraiment partagé. À mon avis, effectivement, il n'était pas si mal. Mais je suis quand même d'accord avec Alexis. S'il peut la gagner, s'il peut faire un effort, parce que c'est pas dire je roule et j'emmène tout le monde. C'est Pitcock sort, paf, tu fais ton effort. Un grand VDP, il sait le faire. Tu fais ton effort, tu laisses les autres derrière, tu pars avec. Il me semble que s'il est dans un bon jour, ça, il le fait quand même. Honnêtement, Van Der Poel, il peut faire 167e de l'Amstel, il aura quand même l'étiquette à Liège, hein. À un moment, franchement, ça change rien, je pense. On l'a déjà vu être complètement à la ramasse à travers les Flandres et aller gagner le run juste après. Donc, franchement, je pense que ça à ce niveau-là, j'y crois pas trop. Alors, peut-être qu'il était quand même bien, mais voilà, je ne pense pas que c'était le meilleur Van Der Poel. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Maintenant, la différence entre à travers les Flandres et le Rhône, c'est que ça reste sur son terrain. Que Liège, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas trop dur? Et que sur Ouais, l'Amstel, tu vois, peut-être. il montre peut-être des signes de faiblesse. C'est pas totalement fou de parler de cette histoire d'étiquette. J'y vais pas, je rentre pas dans cet argumentaire-là, mais je trouve pas ça totalement fou. Toi, t'en penses quoi, Romain? Ben, il y a quand même eu, plusieurs témoignages, je pense de Benoît notamment, Mhm. qui disait par après que Van der Poel, lui avait dit, hein: «J'ai pas les jambes». Bon après, ça peut être du bluff évidemment, la stratégie et cetera. Hem, Parce je qu'il n'aura pas servi, du coup. Ben oui et enfin je peux pas m'empêcher de penser comme Alexis, la pancarte, il l'aura. Il l'aura avec Pogačar. Il sera pas le seul à l'avoir contrairement, aux Flandriennes ici, et en tous les cas ici depuis le début de la saison sur les 3 précédents monuments. Mais la pancarte, il l'aura, donc qu'est-ce que ça joue? Enfin, mais c'est vrai, c'est une course avec des côtes à répétition, donc c'est totalement différent. Enfin, quoique, vous allez me dire, le Tour de Flandre, c'est aussi, hein, des monts réguliers. Mais ici, quand même, les côtes sont plus costaudes. Le D+, à l'arrivée est bien plus important. Il n'est pas encore aussi important que ce qu'on va avoir dimanche sur, la doyenne. Mais enfin, donc il y a peut-être ça aussi, le fait de devoir digérer ça. Et puis, je reviens avec ça, hem pas pour moi, pas une question de se débarrasser d'une pancarte, mais une question de ne pas se mettre dans le rouge, de ne pas se faire violence,
dans une optique de préparation optimale de Liège. Mais voilà, de nouveau, on n'est pas à sa place, c'est difficile évidemment à dire, on ne fait que regarder de l'extérieur. Euh, je- il aura la pancarte, ça c'est une évidence, même si il, entre guillemets, s'est loupé sur l'Amstel. Ok. En dehors de Van der Poel, et tu as déjà évoqué Pogacar, mais Pogacar qui n'était sur aucune de ses courses, est-ce que vous tirez des conclusions des trois courses? C'était des courses un peu spéciales. Est-ce qu'on peut quand même tirer des conclusions ou pas de ces courses? Et la première qu'on a tirée, c'est ce qu'Alexis a dit en entame, hein, c'est que c'est beaucoup plus ouvert que sur les Mm. Flandriennes, et donc c'est beaucoup plus intéressant. Sur les Flandriennes, on avait toujours les 3, 4, 5 mêmes noms qui revenaient, en tout cas sur les courses les plus dures. Ici, sur 3 courses, on a vu des noms partir dans tous les sens. On a vu, de nouveau, il faudrait évidemment remettre les conditions climatiques dans la balance, mais on a vu des gars qui étaient favoris, qui ont été en véritable perdition, ce qu'on n'avait pas vu sur des Flandriennes, où la météo n'a pas été non plus extraordinaire, hein. Donc, voilà, ce sera à voir. Il y a effectivement ce côté-là. Et puis, je trouve qu'il y a des gars, alors, c'est pas des fantastiques. On ne les attend peut-être pas, pas peut-être, on ne les attend pas aussi fort sur ces courses-ci qu'on attendait à Van der Poel, par exemple, sur les Flandriennes. Mais un gars comme Cosnefroy, par exemple, ben voilà quelqu'un qu'on attend sur les Ardennaises et qui a répondu présent sur les 3 courses. Il n'a pas été Mhm. faire top 3 sur les 3 courses, mais il était présent sur les 3 courses et plutôt bien en jambes. Donc voilà un gars que je tiendrai personnellement à l'œil pour dimanche. Et des gars comme ça, on en a vu des mecs qu'on avait un petit peu vus en début de saison et qui arrivent tout doucement à bonne maturité, en tout cas, si pas dans leur pic, à proximité de leur pic de forme. Je prends un autre exemple, c'est un Carapace. Un Carapace voilà, qui est un gars qu'on a plutôt tendance à voir sur un grand tour. Ben voilà quelqu'un qui a montré aussi ici sur les dernières courses qu'il est présent. Il n'est pas encore au top, mais quand même il est présent. Et donc il y a, je pense vraiment, ce changement de profil, ce changement de coureur qui arrive avec des gars qui répondent présents malgré 3 courses qui se sont déroulées de façon totalement différente. Mais c'est ça, Alexis, tu vois, j'entends ce que tu dis, Romain. Alexis, deux exemples pour voir si tu pars sur des conclusions ou pas de ces courses. Skielmose, qui était un des favoris pour les Ardennaises, bah, on a vu son abandon, on a vu l'image très choquante quand Ouais, même, qui fait un peu peur hein, sur la c'est flèche. clair. Et sur l'Amstel, il était certainement très bon, mais il est piégé. Donc, est-ce qu'on peut tirer des conclusions d'un mec comme ça? Et encore mieux, Pidcock. Pidcock qui vole sur l'Amstel et qui est totalement hors du coup, certainement dû à météo sur la Flèche Wallonne. Donc voilà, Pidcock par exemple, on tire quelle conclusion de ça? Il sera là à Liège, il sera pas là à Liège, c'est la météo, c'est pas la météo, Skelmos, il sera là à Liège, il sera pas là à Liège. Bon d'abord, est-ce qu'il sera là au départ? Ça c'est autre chose, mais est-ce qu'il sera bon, pas bon? Bah, comme tu dis, très peu de conclusions au final. Bah, vu que tu parles de deux en particulier, moi je pense que Pitcock il sera là quand même, honnêtement. Bah, sauf si il fait de nouveau 3 degrés dimanche, à voir, ce qui n'est pas impossible. Non, moi je pense que les deux, s'ils sont pas malades, je pense que les deux seront là. Bon, ben, après on y reviendra. Est-ce qu'ils sont pas au niveau de Pogacar? Ça, ce sera pour plus tard quand on parlera de Pogacar. Mais oui, non, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de leur niveau de mercredi. Ok. Mais je vous rejoins un peu tous les deux. En fait, il y a ce que Romain a dit, c'est-à-dire ceux qu'on a vus, bah, c'est rassurant. Si tu as Van Gils, par exemple, Mm. bah, piégé sur l'Amstel, très bon sur la flèche, bon voilà, c'est rassurant. Et alors, il y a quand même des mecs qu'il ne faut pas écarter. Moi, quand je vois Teuns qui craque très tôt dans la Ouais. flèche, je ne l'écarte pas pour Liège, par exemple. C'était vraiment des conditions très particulières. Ouais. Et juste, tu parlais de conclusion. J'ai pas vraiment énormément de conclusions, mais j'ai juste envie quand même de parler de Benoît. Je pense qu'on en parlera dans un épisode futur, mais j'ai quand même déjà envie d'en parler. C'est vraiment un gars, un super coureur en fait, qui est fort partout. Un gars qui pourrait sacrément s'illustrer, peut-être à défaut de briller sur toutes les courses pour le tour de la saison. Donc voilà, j'ai envie de lui tirer mon chapeau. Un coureur à qui il manque peut-être un petit quelque chose pour être une superstar, mais qui est toujours présent. Et aussi peut-être Ben Illy, que moi j'attendais plus fort à voir dimanche. Et puis voilà, vraiment tu parlais de Cosnefroy, ben voilà, en effet il est là, on l'attendait, il est là, et de manière plus globale, il faut quand même le dire, des Français beaucoup plus présents que sur les Flandriennes. Incroyable. Oui, oui, oui. Vous avez vu les stats de la Flèche Wallonne sur les Ouais, Français?
Donc, combien ils sont dans le top 10 et combien ils sont à l'arrivée? Est-ce qu'il n'y a pas un quart des Français ou quelque chose comme ça? Enfin, un quart des mecs à l'arrivée sont français, je pense. Possible, ouais. Oh, oui, Quelle parce qu'ils sont course! ils sont 11 dans le top 25 de mémoire et ils ne sont que 45 à avoir atteint l'arrivée. Ah Donc, voilà. on a déjà atteint le quart rien qu'avec ça. Quelle course! Et Euh, même si ça n'a pas payé, la course de la Groupama, par exemple, qui a pris en main, qui a roulé, Ouais. je me suis dit, enfin, incroyable. Bien, très bien. Oui, peut-être pour terminer sur les conclusions, il y a quand même finalement une observation assez amusante, c'est que on se rend peut-être compte, alors aussi en raison de certaines chutes notamment, etc., mais que on est on va sans doute vivre, enfin on est en train de vivre une campagne d'Ardennaise avec euh, très peu de coureurs qui ont axé leur printemps là-dessus. On va avoir finalement un Liège-Bastogne-Liège avec des mecs qui sont en fin de pic de printemps, parce que c'était plutôt des mecs pour les Flandriennes. On a évoqué, bah, forcément Mathieu Van Der Poel, Tige Benoot, que je rejoins effectivement, qui est un coureur fantastiquement, complet. En tout cas, il ne le prouve encore ici aujourd'hui. Un Tim Wellens, par exemple, je sais pas il sera pas, hein, je crois, sur Liège, mais voilà quelqu'un qui a fait un printemps fantastique aussi, sans que ça paye nécessairement. Et alors de l'autre côté, on va avoir des mecs qui sont seulement en train d'arriver en forme parce qu'ils visent plutôt le Giro, voire plus tard d'autres courses à étapes. Donc c'est là où je me dis qu'effectivement, des gars comme Cosnefroy, comme Vauquelin, pour rester sur les Français, voilà peut-être des gars qu'on n'aurait pas cités dans les favoris pour une édition de Liège-Bastogne-Liège, mais qui, je trouve, par rapport à ce qu'ils ont montré, par rapport à ce que l'ensemble du peloton a montré sur les 3 premières courses ardennaises, voilà les gars qu'il faudra tenir à l'œil, très clairement. Pas pour aller chercher un top 10, mais vraiment pour une victoire, je pense, sur Liège. Ah ben, voilà, la victoire, j'allais y venir, parce que bon, Voilà. la victoire, moi, elle me semble verrouillée, mais bon, Romain, je vois que tu es optimiste. Tu as parlé de domination des plus forts sur les Flandriennes et pas sur les Ardennaises. Bah, moi, j'ai quand même l'impression qu'on va partir sur la domination, pas des plus forts, du plus fort sur Liège-Bastogne-Liège. Alors, je vais poser la question. D'abord, vous allez juste me répondre oui ou non. Pogacar est-il battable ce dimanche? Oui, tous les coureurs le sont. Ok, d'accord. Alexis? Bah, pour se donner l'opportunité d'argumenter, de débattre, je vais dire non, et puis on va pouvoir en discuter. Ok, moi je vais répondre non aussi. Et alors, ben, j'avais prévu un petit jeu hein, Ah, pour débattre. Ben, Romain, tu vas peut-être commencer, puisque toi tu penses qu'il est battable. Ben, je vais vous offrir une place de DS dans l'équipe que vous ah oui, comme souhaitez, ça. sauf UAE évidemment, puisque ça c'est un petit peu trop facile. Mais je vous laisse choisir l'équipe et je vous laisse m'expliquer comment vous allez rouler la course, comment vous allez essayer de battre Pogacar ou les autres, bien entendu. Romain, je t'en prie. Le jeu est vicieux parce que c'est là qu'on se rend compte vraiment que si tu es DS sur cette doyenne, est-ce que tu mets en place une stratégie de course pour gagner ou pour faire deux? Et je serais le premier à trouver ça scandaleux de ne pas au moins essayer de gagner. Mais quand tu te prêtes vraiment en jeu, tu te dis finalement. Et ce que je voulais dire avec Pogacar, c'est que pour moi, il est battable parce que tous les coureurs sont battables. Il suffit d'un mauvais jour, d'une chute, d'une température trop fraîche qui fait qu'il soit pas bien. Donc voilà, après, s'il est même à 90%, il est imbattable. Clairement, sur cette course, c'est évident. Et Je donc, te rejoins sur, pardon, je te rejoins sur une chute, mais pas sur un jour moins bien, pas sur le froid quotidien Après, bien, pas sur même un jour moins bien. Ouais, Pogacar n'a pas de jour moins bien, sauf oui, on l'a déjà vu sur un grand tour, mais sur un objectif comme ça isolé, non, je peux pas y croire. je répondrai après Romain là-dessus. Mais sinon, pour revenir sur, oui, sur le petit jeu, moi j'aurais pris donc, et j'ai cité Cosnefroy, j'aurais pris AG2R, la mondiale Décathlon parce que c'est une équipe qui marche très, très bien depuis le début de la saison, et Liège-Bastogne-Liège est une course qui est, plutôt pour des punchers, mais où des grimpeurs peuvent s'illustrer aussi. Et il y a un petit peu les 2 dans cette équipe et donc, ben, moi je partirais, bon de toute façon il va falloir faire travailler, UAE pour essayer. Isolé, ce sera difficile, mais en tous les cas, pour essayer de faire en sorte que Pogacar n'arrive pas avec son équipe au complet au pied de la redoute, tout simplement. Et donc, je pense qu'il faut mettre non pas un, mais deux hommes dans l'échappée, ne fût-ce que pour faire travailler un des deux hommes essentiellement, et pour avoir une tête de pont par la suite. Un gars comme Armirail, par exemple, qui a déjà été dans l'échappée sur Liège, voilà quelqu'un qui, je trouve, pourrait vraiment aller là-dedans, comme un Nicolas Prodhomme, par exemple.
Je trouve que c'est deux gars qui pourraient être vraiment intéressants comme relais pour plus tard dans la course pour les meilleures courses, enfin les meilleurs, pour les leaders de chez Decathlon. Et moi, j'en vois deux. Donc, Cosnefroy, je l'ai dit, Cosnefroy, c'est quelqu'un qui ne va pas aller se brûler, je pense, en suivant un Pogačar sur un démarrage dans la Redoute, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui, avec l'aide ben, justement d'un Armirail un peu plus loin, voire peut-être d'un Paul Lapeyra, c'est quelqu'un qui peut peut-être revenir au contact. Et s'il lui parvient à basculer au-dessus de la Rochefoucauld ou de rattraper le groupe de tête avant le sprint final, voilà quelqu'un qui devient très 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 intéressant pour régler un petit groupe. Et à côté de ça, il y a aussi Félix Gall qu'on annonce. Alors, j'avoue, je ne connais pas son état de forme, à Félix Gall, mais s'il y a peut-être, je dis bien peut-être, un grimpeur qui a un peu d'explosivité, pardon, et qui peut éventuellement suivre Pogačar je vois vraiment deux côtes, la Redoute et la Rochefoucauld. Pourquoi ces deux côtes-là? Parce qu'elles sont très irrégulières. Et encore, la Rochefoucauld, elle est fort pentue, elle est un peu moins irrégulière. Mais la Redoute, je la connais bien, c'est très irrégulier. Quand vous arrivez au-dessus, vous avez les jambes brûlantes, vous avez la gorge en feu. C'est là qu'il y a quelques exceptions, un Remco, un Pogačar, peut-être un Van der Poel, c'est ce qu'on verra. C'est les rares gars qui, là au-dessus, peuvent encore en mettre une couche. Il faut voir un pur grimpeur qui va sortir de cette côte sans être à la ramasse, sans être à l'arraché. Un Félix Gall, par exemple, est-ce qu'il ne pourra pas effectivement à ce moment-là suivre? On se rappelle, c'était l'année passée, Pidcock, qui avait suivi Remco Evenepoel avant de lui-même se dire dans la côte de Cornimont suivante, qui est plus un faux plat d'ailleurs qu'une côte, non, c'est bon, je ne vais pas suivre, ça ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, je vais exploser, je vais me laisser une chance de faire deux en me laissant. C'est ce qui est fou, hein, comme on s'était tous dit, mais qu'est-ce qui se passe là, quoi? Et donc voilà, je me dis si on peut effectivement avoir des Armirail, Lapeyra, notamment dans Cornimont, etc., qui permettent de remonter un Gall ou un Cosnefroy, ça peut devenir vraiment très intéressant. Ouais. Gall, pour répondre à ta petite interrogation, malheureusement, pas top au niveau conditions. Ce qu'on a vu sur les courses françaises, face à une opposition qui n'était pas énormissime, bon, il tourne autour de la 5e place à chaque fois, je crois. C'est pas Voilà. mal, mais bon, la Disons qu'on ne concurrence connaît, n'était pas voilà, énorme. tout à fait, on ne connaît pas exactement où il en est. Alexis, Ben, avant de me prêter au jeu, je vais vite répondre sur Pogacar. Donc la question étant, est-il battable? Non, pour moi. Alors on peut parler éventuellement d'une alliance ou autre entre les autres. Premièrement, on a vu que ça suffisait pas, que ça fonctionnait pas. Et deuxièmement, on a vu que la plupart du temps, ça ne s'appliquait même pas, hein, que les coureurs ne s'alliaient pas contre les Fantastiques. On peut parler de Van Der Poel, bien sûr. Van Der Poel est un coureur phénoménal, générationnel. Mais si Pogacar l'étrie dans le Vieux-Quarmont, parce que désolé, c'est le mot, je vois pas comment est-ce qu'il ne l'étrierait pas dans la Redoute ou dans la Rochefoucauld. Donc Pogacar imbattable, et le seul point qui peut le faire perdre, c'est pour moi lui-même, hors chute évidemment. C'est sa condition, parce qu'évidemment un Pogacar à 95% peut quand même gagner, va même gagner, mais voilà, on en a déjà parlé en off. Pour moi, Liège-Bastogne-Liège, ça reste un monument, il veut le gagner bien sûr, mais c'est pas dans son top 5 de ses plus grands objectifs de la saison. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais que ce soit simplement une course de préparation pour le Giro. J'y crois qu'à moitié, mais ça reste une éventualité que je n'exclus pas. Mais donc si il est fort, il gagnera. Et c'est là qu'en effet, on se rend compte que bah, ce petit jeu, en effet, c'est compliqué parce que si on est DS et qu'on veut courir, comme dit Romain, hein, qu'on veut courir pour la première place, bah, que faire? C'est une tactique, la tactique à adopter, c'est une tactique jeu vidéo qui ne marche pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je prends IF parce que c'est pour moi l'équipe la plus solide sur papier. Je mets Honoré dans l'échappée matinale. Je fais attaquer Ben Illy avant la Redoute et Honoré l'attend pour lui faire un relais juste avant, pour espérer qu'après l'attaque de Pogacar dans la Redoute, Ben Illy soit encore dans sa roue. Et après, ben, il reste Carapace et Powless qui doivent pour moi se relier avec éventuellement Honoré, qui serait revenu à leur niveau, pour revenir à un moment sur Pogacar, et puis Carapace qui essaye de garder sa roue dans la Rochefoucauld. Mais comme je dis, c'est une tactique jeu vidéo voilà, qui sur papier, voilà, d'accord, peut-être qu'il tient la route et encore, mais en théorie, c'est impossible à appliquer. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va pas fonctionner à un moment ou à un autre.
Oui, et pour rien cacher à ceux qui nous écoutent, c'est moi qui ai eu l'idée de cette question, donc, hein, mais par contre, elle ne m'inspire pas. Je trouvais la question très bonne, en fait, mais pareil que vous, je me suis dit, mais quelle équipe je vais prendre? Alors, je me dis, alors on va pas se mentir, je savais quelle équipe vous alliez prendre, hein, parce qu'on s'était arrangé pour pas prendre les mêmes quand même, et donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, il faut quand même bien que quelqu'un parle d'Alpecin avec Van der Poel, Ouais. et puis je me dis, oui, mais je ne peux pas faire gagner Alpecin. Comme tu dis, Alexis, alors j'avais les mêmes idées que Romain. Je dis, ouais, bah, je mets Krag Andersen qui est bon rouleur avec un deuxième, Quinton Hermans ou un Axel Laurence devant, et voilà, on en met deux, mais ça ne marchera pas. Ok, c'est nos idées, mais on sait que ça ne marchera pas. En plus, non seulement Pogacar, en théorie, est large au-dessus de la mêlée, et en plus, UAE, ouais, c'est quand même solide, c'est costaud. Donc, je veux dire, quand on voit le trait, ok, ils ont fait n'importe quoi, s'ils ont roulé comme des dagues à Flèche Wallonne pour finalement qu'Hirschi explose. Mais en attendant, le trait qu'ils ont fait pour des kilomètres et des kilomètres, ils ont montré les équipiers qui sont là. Hein. C'est parce que le leader a explosé qu'il faut tout remettre en cause. Donc, ouais, ça me semble pas possible. Alors, je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire le rabat-joie, je vais prendre l'auto parce que j'aime bien l'auto. Et je dis, bon, on joue la deuxième place. Van Gils, tu fais ta Ah, course comme si Pogacar n'était pas là. Et puis, non, c'est pas non plus sexy. Alors, ben, j'ai choisi Groupama. J'ai choisi Groupama et je suis DS et je vais plus loin. Parce que Groupama, on a la composition complète déjà maintenant, mais je vais plus loin, je change la composition. Je ramène le craquito Lenny Martinez. Lenny Martinez qui vole dans les ascensions. Donc ben là, j'ai de quoi lancer à l'attaque. Hein. On a un Paché qui va très bien. On a un Rochas qui est pas mal du tout. Je peux lancer un Gaudu vers l'avant. Je peux lancer un Grégoire vers l'avant. Voilà, tant qu'on en veut. Et Lenny, il reste dans la roue de Pogacar et il espère que ben, Pogacar soit un Pogacar Liège-Bastogne-Liège comme un Van der Poel Amstel Gold Race. Et alors, il fait une petite coque, hein. Il ose, il y va et il s'envole vers la victoire. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait choisir quelqu'un. Je vous dis, j'ai pas beaucoup d'aspiration. Pour moi, j'ai dit, il n'est pas battable, il n'est pas battable. Et comme je disais vraiment, il n'y a qu'une chute. Donc, peu importe le reste, les alliances, les tchiks et tchaks, ça ne fonctionnera pas contre Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, d'ailleurs, c'est lui qui va mettre tout le monde à l'amende et qui va partir tout seul. On le sait, malgré le vent qui est pas positif pour une attaque de loin, on s'en fout. Pogacar est plus fort que le vent. Enfin, je veux dire, mais justement, voilà. Hein. justement, je te prends en mot et je rebondis comme ça sur ce qu'Alexis disait sur Pogacar. Est-ce qu'il a vraiment coché cette course-là? Pogacar coche toutes les courses et il l'a dit, hein, il veut tout gagner. C'est peut-être aussi pour lui, même si c'est un peu dingue de dire ça et peut-être un peu, chauvin, comme on est belge et qu'il y a Remco, qui est là derrière, mais c'est peut-être aussi une occasion en rêve, pour Pogacar de gagner cette course sans trop de concurrence. Heu, on sait qu'il est joueur surtout. Hem, moi, je ne serais pas étonné de voir Pogacar démarrer avant la Redoute, dans la côte précédente, la côte de Desniers. C'est une côte qui peut bien lui convenir aussi parce que, elle est très, elle est raide, alors c'est pas la plus raide, mais elle est très longiligne comme ça et donc, une fois que tu attaques, tu peux voir tout de suite le trou que tu es en train de faire. Alors tu restes effectivement à portée de regard, mais enfin, il y a vraiment de quoi dégoûter si tu es au-dessus du lot, il y a vraiment de quoi dégoûter les adversaires. Et comme tu l'as dit, UAE est tellement fort qu'il peut se permettre de faire ça en gardant des gars derrière. Et moi, je ne serais pas étonné que Pogacar, on sait qu'il aime ce genre d'effort en solitaire, heu, quelque part ici, qu'il ait envie de montrer: «Regardez les gars, ce que votre petit champion local a fait pendant 2 ans, moi je le fais et je le fais encore de plus loin». Et donc, rien que pour cet aspect joueur de Pogacar, moi j'aurais tendance ça aurait pu être le petit jeu finalement que tu nous as proposé, la seconde partie, c'est OK, on a compris, c'est Pogacar qui va gagner, beh, où partira-t-il? Et donc moi Ouais. j'ai dit, parce que j'en sais rien, mais je pense, ça peut être vraiment chouette de le voir démarrer dans la côte de Desniers avant même, d'arriver dans la dernière trilogie Redoute, Forges, Rochefoucauld. Allez, réponse au petit jeu de Romain, Alexis. Où? Ah, moi, oui, c'est possible, hein, mais tu disais que le vent était défavorable. Euh, Allez, Stoke, non. La Redoute, moi, je dirais quand même. Ouais, je reste sur la redoute aussi. Parce que tu as raison, Romain, mais d'un autre côté, quand il sait que c'est à tel endroit qui fait la différence, il sait que c'est là qu'il doit le faire. On l'a vu sur l'Estradé, ils ont changé le parcours, mais il sait que c'était à tel endroit qu'il devait faire la différence, plus proche, plus loin, il sait que c'est là qu'il a le plus de chances de creuser le trou. Donc je pense que ce sera quand même dans la redoute aussi. Par contre, pour rebondir donc, sur ce que disait Alexis, c'est peut-être pas un très grand objectif. Pour moi, ça change strictement rien, mais ça ne change strictement rien parce que Remco est absent.
Oui, Et oui, là, oui. c'est pas une question de cocorico, mais pour moi, vous le savez, je vivais que pour ce duel. Ben, ça, encore une fois, on l'aura pas. Euh, pour moi, le seul qui peut peut-être inquiéter Pogacar sur Liège, c'est Remco. Et je Mhm. parlerai même pas de Roglic et tout ça, parce que pour moi, non. Je mets Remco large au-dessus de ces mecs-là sur cette course-là, bien, je précise, sur cette course-là. Hein. Mhm. Et donc voilà, et donc ben, Remco n'étant pas là, pour moi, c'est free win pour Pogacar. Remco n'étant pas là, c'est un peu embêtant pour nous, je parlais Cocorico, pour les Belges. Néanmoins, on a des Belges intéressants. Qu'attendre des Belges pour cette course? La Un deuxième podium? place. Ouais, deuxième place, ouais. Le plus de places possible dans le top 10, et franchement, il y a de quoi faire. Et un podium. Combien dans le top 10? Et Ah, qui? en potentiel ou en ce que j'attends? Oh, ce que tu espères, ouais. Ce que j'espère, on va dire avec 3, je serais déjà très content. Ah bah oui. Pour moi, tu peux en Ah, mettre 4. ouais, oui, c'est possible. Tu peux. 4? Raisonnablement, je veux dire, oui, oui. Parce que de ce qu'on a vu, donc de l'état de forme, de ce qu'on a vu par le passé sur cette course, etc., euh, il est évident qu'un Van Gils va faire top 5, puisque son parcours depuis le début de la saison, il fait que des top 5. Non, plus sérieusement, un gars comme Van... En fait, Van Gils, Teuns, Benoot et Quinten Hermans sont pour moi 4 gars qui peuvent aller chercher un podium. Ouais. En fonction des différents, enfin allez, des circonstances de course, hein. Mais c'est 4 gars Ouais, qui, ouais. qui Ça ont peut en être tout un cas le top 10 dans les objectif. jambes. Voilà. Après, Quinten Hermans, il faut voir dans quelle mesure il va devoir travailler pour Van Der Poel avant ou pas. C'est ça. Ça, c'est déjà autre chose. Benoît, il faut voir dans quelle mesure il ne commence pas à saturer au niveau de son programme de course. Van Gils et Teuns, enfin, on va commencer par Teuns, il faut voir dans quelle mesure le coup de moins bien sur la flèche n'était que la météo qu'il déteste, parce que j'ai entendu effectivement passer ce message. Hein, bah non, Teuns, il n'aime pas la pluie. Teuns, son étape remportée sur le Tour de France, c'est dans des conditions où il faisait pas beaucoup plus chaud. Hein. C'était au Grand Bornand de mémoire. Enfin non, c'était la C'est planche. Hein. ça. Non, c'est Grand Bornand. Au Grand Bornand, oui. Enfin Oui, bref, peu pardon, importe, c'est mais Grand Bornand, je pense. Ouais. voilà. Mais donc, voilà, il y a évidemment plein de circonstances extérieures qui peuvent faire en sorte que les coureurs ne sont peut-être pas dans le top 10 qu'on cite ici, mais je pense que ces 4 coureurs-là ont plus qu'un top 10, ils ont un podium dans les jambes, toujours en fonction des circonstances de course, bien évidemment. Ouais, ouais. Moi, Quinton Hermans, j'ai un peu de mal à y croire parce qu'il est dans l'équipe de Van Der Poel et parce que sur sa forme, je sais pas. Je trouve qu'elle va de mieux en mieux. Il a coincé, Maintenant, hein. À oui, la flèche Brabançonne, il a coincé dans le oui, sprint, hein, très mais il clairement. était là. Donc, je Ouais. ne sais pas très bien où me positionner par rapport à Hermans. Benoît, j'ai quand même un peu peur. Oui, ça dure au mal, c'est un truc de fou, mais j'ai quand même un peu peur. En plus, il vient d'être papa. Je ne sais pas si ça peut jouer sur son repos, etc. Là, il y avait l'adrénaline. C'était dans la nuit de la flèche. Donc, OK. OK. Et en plus, il avait la météo parfaite pour lui. Lui, il ne voulait que ça. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Van Gils, j'y crois fort pour un podium. Et Teuns, oui, j'y crois. Je ne sais pas si je dois y croire pour un podium. Je pense que Teuns sera parmi les plus forts, oui, effectivement. Nous verrons. Nous verrons si nous retrouvons ces Belges dans vos étoiles. Donc, Mhm. en parlant des étoiles, petite précision, c'est la première fois sur la Flèche Wallonne qu'aucun de nous n'avait pronostiqué le vainqueur. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné pour la saison. Il fallait être fort aussi pour Matt Williams, un bon coureur, hein, mais il fallait le voir venir quand même. Hein. Donc, Surtout qu'on ne met que sinon, on le rappelle. Hein. On s'est mis une règle en début de saison, on ne met que sinon oui, dans nos oui. étoiles. Je vais te dire, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Je pense que si j'avais mis 15 noms, j'aurais pas mis Williams. Ouais, Mais, moi non plus. Moi mais non bon, plus. voilà. C'est vrai. Je vais être honnête sur ce coup-là, ça me semblait compliqué. Je ne vais pas vous demander vos étoiles ici, hein, on se les réserve toujours. D'abord, on n'a pas encore la start list complète, et puis on se les réserve toujours pour le jour de la course. Par contre, je vais vous demander un nom surprise que vous n'allez pas mettre dans vos étoiles, mais qui va bien faire sur ce Liège-Bastogne-Liège. Moi, j'aurais envie d'en citer 20 de nouveau. C'est ça le problème. C'est trop facile d'en citer 20. Donc, je vais me restreindre. Je vais en citer 3 par ordre décroissant. Alors, tu Je vas mettre le mien dedans. Allez, vas-y. ne sais pas. Je vais d'abord citer William Le Cerf, Ah, parce que j'y pensais. c'est un des petits jeunes de chez Soudal qui va arriver sans aucune pression, si ce n'est évidemment celle
de sauver leur printemps, c'est la dernière course, mais ils n'ont personne pour aller chercher la victoire, soyons honnêtes. Mais William Le Cerf, voilà quelqu'un qui, notamment chez les Espoirs, s'est montré très à son aise sur Liège-Bastogne-Liège. C'est quelqu'un qu'on a déjà pu voir depuis le début de la saison, qui grimpe bien, qui sait rouler. Et donc, ça pourrait être cette petite touche de fraîcheur qu'on a finalement chaque année. On a régulièrement comme ça un gars qu'on n'attend pas effectivement et qui vient faire une belle place. Donc, ça pourrait être lui. Un autre nom, je vais être plus court sur lui, c'est Badjoli. Parce que c'est quelqu'un qui correspond aussi un petit peu à ce profil, sauf que Badjoli, on ne connaît pas trop son état de forme, mais s'il est à 100%, c'est clairement quelqu'un qui peut venir faire un beau truc. Et puis du coup, je vais prendre mon choix numéro un. Je vais être joueur, je vais prendre Egan Bernal. Ah, ben, je J'en vois que étais sûr, Damien. te connaissant, C'est Romain, j'en vrai. étais sûr que tu allais me Ben griller voilà. Bernal. Je disais Liège-Bastogne-Liège tout à l'heure, je disais que c'est une course pour puncher, mais où les grimpeurs peuvent s'illustrer aussi. Et le Bernal qu'on est en train de retrouver, c'est le grimpeur qui est capable également de puncher. Il n'est pas au niveau de Pogačar, ni en punch, ni en grimpette. Il est peut-être pas au niveau d'un Skelmos ou de gens comme ça au niveau punch. Il n'est pas au niveau peut-être encore à l'heure actuelle, d'un Gaudu au niveau de la grimpette. Mais l'ensemble, cette remontée en puissance, je pense que tout ça fait que ça peut être une très belle surprise de voir Bernal venir faire un top 10, peut-être mieux sur ce Liège-Bastogne-Liège. Intéressant. Moi, je vais mettre un nom. Donc, Damien, tu parlais de coureurs qui ne seront pas dans nos étoiles. Je veux dire un coureur qui non seulement ne sera pas dans mes étoiles, mais qui ne serait pas non plus dans mes étoiles si on avait 25 noms à mettre. C'est Louis Verweyck. Donc, évidemment, je n'attends pas à ce qu'il fasse un top 10 ni même un top 20. Mais visiblement, il a une petite carte blanche sur les Ardennaises et ça me fait fort plaisir de le voir attaquer. Donc, j'espère le revoir attaquer aussi dimanche. Et puis, toujours un nom qui ne sera pas dans mes étoiles, mais qui a été ajouté à la start list il y a 15 minutes, c'est Stone Mittet de Visma. Il a été un petit peu absent sur l'Amstel, mais c'est une course qui lui convient bien. Donc, je serais assez curieux de voir son rôle et ce qu'il peut faire sur cette course. Ben, moi, donc, vous l'avez compris, mon premier nom, ça aurait été Egan Bernal, en qui je crois, moi, je vais même aller jusqu'à top 5. Il revient bien hein, cette année, Bernal. Et finalement, ceux qui n'ont pas été sur les courses précédentes sont peut-être à surveiller de plus près que les mecs qui ont fait notamment une flèche wallonne qui peut laisser des traces. Donc je me dis, Egan Bernal, pourquoi pas? Et alors, bah, du coup, puisque tu m'as grillé, je suis en train de parcourir la start list. Et alors là, c'est vraiment grosse cote parce que je pourrais en citer, comme Alexis dit, qui ne seront pas dans mes étoiles. Mais si j'avais dû dire 10, 15 noms, ils seraient dedans. Alors, ce n'est pas tellement du jeu. Je vais dire, pas aller chercher. Voilà, Johannessen, par exemple, ne sera sûrement pas dans mes étoiles, mais ce n'est pas une grosse surprise, puisqu'il est bien revenu sur la flèche. Ça, je ne m'y attendais pas, par contre. Mais bon, voilà. Donc, je vais aller chercher l'inépuisable, l'inusable. Bauke Bauke Mollema. Mollema. Oh Ah là oui. là, Romain, comment tu te filais? Parce que j'y avais pensé aussi. Non, mais blague à part, quand je l'ai vu sur la flèche wallonne, alors finalement, il explose. Hein. Mais quand même, il s'est montré, il s'est battu, il s'est pas laissé abattre, justement. On l'a vu sur l'Amstel. Badjoli, moi, j'y crois pas, justement, parce que la condition fait qu'il a l'air complètement à la ramasse, malheureusement. Skelmos, je ne sais pas dans quel état il va être au départ, s'il est au départ. Mais lui serait attendu, Euh, par contre. Lui serait tellement Skelmos est, attendu, je pense. bien Dans sûr. les Bien étoiles, hein, je pense. Ah oui, oui, mais il sera certainement dans mes étoiles malgré tout. Mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'on ne sait pas très bien quelles traces auront laissé la flèche chez Skelmos, que Badjoli, je n'y crois pas, bah, chez Idle Trek, je me dis, bah tiens, un beau que Mollema qui essayerait de prendre un coup d'avance. Et pourquoi pas, après tout? Il a montré qu'il n'était pas si mal sur l'Amstel et sur la flèche, donc je me dis, allez, Borco, s'il faut une surprise, beau que Mollema. Imagine Mollema passer au sommet de la redoute avec 1 minute d'avance sur les Pogacar et compagnie. Est-ce que Pogacar peut les rechercher 1 minute sur une côte comme la Rochefaucon? On est sur 2 kilomètres hein, de Bon, bah, côte. Hein, sur le plat d'après, oui. Oui, je crois aussi. Je crois aussi. Oui, Je- oui, mais c'est bah bien oui, d'essayer de nous faire évidemment. rêver. Hein. Mais tellement. Maintenant, si Bauke Mollema part avec Egan Bernal et avec Louis Vorbach qui se sacrifie parce qu'il se dit moi je monte le maillot, mais c'est Pour mon bon. podium. Hein. Voilà, je roule à la Maury Van Sevenant dans la finale de l'Amstel Gold Race. Pourquoi pas? Sait-on jamais? Non, mais voilà. Ben, on suivra ça de près. On aura donc un œil sur les favoris et personnellement, du coup, je garderai un œil sur vos petites surprises, voir ce que ça donne.
Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir, à donner vos avis sur tous les thèmes qu'on a abordés. Petite surprise, on est toujours preneur aussi, hein, et on suivra ça de près. On publiera donc nos étoiles. On a pris l'habitude de le faire aussi sur YouTube maintenant, puisque vous êtes nombreux à nous écouter ici et pas sur Twitter, donc dimanche. Et d'ici là, on vous souhaite déjà une excellente course. Ah oui, petite précision, Romain, nous serons, en tout cas tous les deux, malheureusement Alexis ne sait pas se libérer, nous serons dans la Redoute ce dimanche. S'il fait pas trop dégueu, j'aurai mon le petit plateau, donc vous pouvez me reconnaître facilement. N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez discuter un petit peu vélo. C'est toujours avec plaisir, de toute façon, hein, on aime ça, on l'a déjà beaucoup dit. Et du coup, en vitesse, dédicace à Théo qui m'a reconnu l'autre jour et qui est un excellent cycliste que j'ai pu voir sur la course de la BCF, dont on parlera peut-être un jour. Ah, Ok, comme quoi le petit plateau devient Voilà, très, très connu, tu deviens maintenant une célébrité, Alexis. c'est ça. Eh bien, ok, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à vous aussi déjà une bonne course et une bonne après-midi et à bientôt. Salut, salut. Ouais, ciao, salut. ciao.